Ils se sont érigés en défenseurs de la cause panafricaine. Ils sont salués comme les porteurs de nouvel espoir. Celui d'un continent enfin libéré de toute domination étrangère. De plus en plus, nous voyons émerger des leaders politiques et d'opinion qui brandissent fièrement l'étendard du panafricanisme. Leur discours exalte la souveraineté de l'Afrique et appelle à son unité. Mais derrière ces paroles enflammées se dessinent d'autres alliances. Des partenariats stratégiques se nouent avec des puissances comme la Russie, la Chine ou encore la Turquie. Alors, une question cruciale se pose. Cette souveraineté proclamée commence-t-elle vraiment avec la fin du néocolonialisme occidental ou se termine-t-elle avec l'entrée dans un nouveau cycle de dépendance? Plus précisément, le panafricanisme dans ce contexte est-il encore cet idéal d'unité et de liberté pour l'Afrique? Ou bien est-il devenu une arme de manipulation politique? Ces alliances sont-elles un véritable pas vers l'indépendance ou au contraire le simple échange d'un maître pour un autre? Avant de répondre à ces interrogations, revenons sur le concept même du panafricanisme. Le mouvement panafricaniste, curieusement, ne naît pas en Afrique, mais il naît en Amérique. Ce mouvement se donne donc l'objectif de revendiquer les droits des Noirs, en tant que race. Par contre, au fil des ans, ayant traversé l'Atlantique pour se retrouver en Afrique, le mouvement panafricaniste de la deuxième génération, on va l'appeler comme ça, a plutôt un autre objectif. C'est celui des indépendances. Le combat des indépendances étant déjà réussi, étant déjà atteint, il y a d'autres problèmes liés à l'Afrique et à l'exploitation des ressources africaines. Ça va aider la troisième génération à se mettre en place quand ils vont observer les abus, les abus véritables des systèmes coloniaux en Afrique après les indépendances, ce qu'on va appeler le néocolonialisme. Il va donc avoir pour ce néocolonialisme de nouveaux acteurs. Les dirigeants actuels dénoncent le néocolonialisme occidental, mais en optant pour des nouvelles alliances avec la Russie, la Chine, ne risque-t-il pas d'instaurer une nouvelle forme de dépendance? Prenons un exemple. Au Mali, après le départ des troupes françaises en 2022, les militaires de Wagner ont pris leur place. Ce qui était présenté comme une reconquête de la souveraineté s'accompagne aujourd'hui d'accusations de violation des droits humains, mais aussi de contrats sur l'exploitation des ressources naturelles. Au Burkina Faso, Ibrahim Traoré, fervent défenseur de l'indépendance africaine, a renforcé les liens avec Moscou pour lutter contre le terrorisme. Mais le groupe Wagner serait déjà soupçonné de se positionner dans les zones aurifères du pays. Ces partenariats se font-ils réellement dans l'intérêt des populations africaines? Le panafricanisme semble parfois servir davantage d'outils politiques que de véritables projets pour l'Afrique. Pourquoi? Pour mobiliser les foules. En invoquant l'unité africaine et la lutte contre l'Occident, les dirigeants détournent l'attention des véritables enjeux locaux. La pauvreté, les inégalités sociales, la corruption. Le panafricanisme qui est à la mode aujourd'hui en Afrique est tout simplement du populisme et une politique de l'autruche qui détourne certains dirigeants africains de leurs responsabilités pour régler les problèmes de leur peuple. Qu'est-ce qu'ils font? Ils trouvent plutôt des boucs émissaires. Peut-on vraiment parler d'indépendance quand des ressources stratégiques sont échangées pour garantir une aide militaire ou des infrastructures? Ne serait-il pas temps de transformer les discours en actes? L'Afrique a besoin d'une véritable unité basée sur des échanges intracontinentaux, d'une autonomie économique qui valorise nos ressources pour nos propres populations, d'une souveraineté politique libérée de toute forme de dépendance, qu'elle soit occidentale, russe ou chinoise. N'est-il pas temps de reprendre les rênes de notre destin?